BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Quel plaisir de vous retrouver. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bon week-end. Votre rendez-vous de la tech de la fin de semaine, c'est De quoi je me mail. Et je suis très heureux de vous retrouver. Avec au menu de ce De quoi je me mail tout à l'heure, nous irons visiter un labo et pas n'importe lequel, celui de DxOMark. DxOMark, c'est un labo qui fait trembler les constructeurs de smartphones, mais tous confondus. Les Apple, les Samsung, les Xiaomi, etc., etc. Et il faut savoir que cette boîte est française. Je recevrai le dirigeant de DxOMark dans un instant qui nous expliquera comment il fonctionne. Et puis je vous rappelle bien sûr que vous pouvez à tout moment réagir au contenu de Quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM, la page Facebook qui vous attend. Et puis merci de propulser chaque semaine De quoi je me mêle parmi les meilleurs podcasts tech, à la fois évidemment sur la plupart des agrégateurs de podcasts. Merci encore de votre fidélité et puis bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et puis au passage, on salue tous ceux qui nous regardent sur BFM Business le week-end et puis sur 01 TV tout au long de la semaine. Bien évidemment, on sait que vous êtes très nombreux. Le Club de la Presse IT pour commencer avec Nicolas Lelouch qui est là cette semaine. Bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour à tous. Et Anthony Morel. Ça y est, Anthony fait partie de la team de quoi je me mail. Il y avait un petit bisutage sur les 5 premiers épisodes. Là, c'est bon, je suis intégré. Voilà. Salut à tous. Bah, ça fait des années que tu fais partie de la famille, mais c'est vrai qu'on est très heureux de te retrouver à chaque fois pour tes commentaires toujours pertinents. C'est un plaisir partagé, franchement. Et ton expertise, évidemment, Anthony, que vous retrouvez sur BFM Business le matin, avec sa chronique passionnante sur la tech, chez Estelle, oui, sur RMC Story et sur RMC, bien évidemment, de temps en temps sur BFM TV et dorénavant dans De quoi je me mail. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer l'actu tech de ce jour, juste un mot pour vous rappeler que j'ai le plaisir depuis quelques mois de vous présenter Tech & Co sur BFM Business, qui est une émission sur la tech, comme son nom l'indique, hein, Tech & Co, voilà, du lundi au jeudi de 20h à 22h sur BFM Business, à la radio et à la télé, et cette émission est disponible ici en podcast, donc si vous aimez De quoi je me mail, je vous invite à découvrir aussi cette émission. Voilà, vous avez quasiment 1h30 de tech tous les jours, avec des sujets divers et variés, et notamment cette semaine on vous a réservé une émission spéciale sur les 10 ans de la disparition de Steve Jobs, avec des invités prestigieux, Pascal Cagny qui a côtoyé Steve Jobs, mais aussi Jean-Louis Gasset qui a été l'un des papas d'Apple avec Steve dans les années 80, Luc Julia, le papa de Siri. Bref, c'est une émission sincèrement exceptionnelle que vous pouvez retrouver donc soit en vidéo sur BFM Business, mais aussi en podcast. N'hésitez pas à suivre De quoi je me mets, suivre Tech & Co, et nous dire ce que vous en pensez. Pour débuter donc, on va attaquer justement par ce sujet, les 10 ans de la mort de Steve Jobs. On ne peut pas passer à côté. On a été biberonnés par les innovations d'Apple et celles de Steve. On a tous été choqué, touché en fait par la disparition de cette icône de la tech. Anthony, on l'a vécu nous sur nos médias respectifs. On a fait vivre tout cela. Et donc ça fait déjà 10 ans. Et alors c'est rigolo parce qu'à chaque fois que j'en parle à des amis qui sont un petit peu déconnectés de tout ça, se disent mais ça fait déjà 10 ans que Steve Jobs est mort. Bah oui, mais même nous, je veux dire, moi c'est pareil. J'ai l'impression que c'était hier. Et c'est vrai que quand on se replonge un petit peu dans cette époque, ce qui est spectaculaire en fait, c'est le chemin accompli depuis. Et l'héritage technologique finalement qu'il a laissé. C'est-à-dire que vraiment, quand on regarde Apple aujourd'hui, parce que la crainte qu'on avait au moment de sa disparition, au-delà de la peine qu'on a pu avoir les uns et les autres, mais c'était est-ce qu'Apple va survivre à Steve Jobs ? Est-ce qu'Apple ne va pas disparaître ou décliner avec sa disparition ? Et 10 ans après, force est de constater que c'est tout le contraire. Et qu'Apple n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Quand on regarde, alors si on est en pur chiffre financier, la valorisation d'Apple aujourd'hui, c'est plus de 2000 milliards de dollars. À l'époque de Steve Jobs, quand il est décédé, c'était 350 milliards, que 350 milliards entre guillemets. C'est x7 quand même en l'espace de 10 ans. Donc il y a eu une force pour faire fructifier ce capital technologique. Et ça, on le doit quand même alors à Tim Cook qui a pris la succession, mais à Steve Jobs lui-même. C'est-à-dire qu'il a eu ce génie-là, j'allais dire, de faire le début du Scooby-Doo, ce qui est le plus difficile. Et maintenant, il y a juste à gérer la suite du Scooby-Doo. C'est lui qui a mis dans nos mains l'objet qui a le plus transformé nos vies ces 15 dernières années, c'est-à-dire
faire le smartphone. Alors techniquement, certains diront oui, non, il y avait déjà des téléphones qui multifonctions, ça existait déjà les smartphones. Oui, enfin d'accord. Enfin quand même l'iPhone. Enfin, il y a eu un avant et après. Il y a eu un avant et un après. On est d'accord. En termes d'ergonomie notamment. Exactement. Et puis surtout, peut-être sa plus grande intuition au-delà de l'iPhone, ça a été l'écosystème applicatif. Quand il lance l'App Store en 2008, il dit c'est le plus grand lancement de ma carrière, alors qu'il venait juste de lancer l'iPhone. Donc on se dit c'est bizarre quand même, on comprenait pas trop en plus comment ça allait fonctionner, ces icônes, fallait appuyer sur des icônes et tout. Et là, évidemment, on se rend compte à quel point aujourd'hui c'était révolutionnaire et c'était une intuition incroyable qu'il avait eue. Et aujourd'hui, voilà, quand on regarde les chiffres, il y a 2 milliards d'iPhones qui ont été vendus, les applications, ils s'en vendent des milliards chaque année. Je regarde, il y avait un élément assez intéressant. C'était aussi le génie de Steve Jobs, c'est d'avoir imaginé ce modèle économique avec le partage de revenus avec les développeurs d'applications. Et quand on regarde sur la partie juste sur les jeux vidéo, alors qu'Apple n'est pas éditeur de jeux vidéo, eh bien, il génère plus de profits aujourd'hui que Activision, Sony, Nintendo et Microsoft réunis en jeux vidéo. C'est complètement fou. Ouais. Donc là aussi, c'était une intuition de Steve Jobs et un vrai coup de génie. 10 ans, Nicolas. Oui. Alors, tu testes évidemment énormément de smartphones tout au long de l'année. Je sais que tu as une sensibilité toute particulière pour Apple. Qu'est-ce que évoque cette date pour toi ? C'est forcément un anniversaire particulier. Et oui, j'ai une sensibilité particulière puisque c'est en quelque sorte Steve Jobs qui m'a fait aimer la tech, qui m'a fait m'intéresser à toutes ces marques quand j'étais plus petit, quand je vous regardais dans De quoi je me mêle, dans toutes les émissions, la chaîne Techno. C'est violent. Je voulais pas le dire, François, mais j'adore Nicolas, mais de temps en temps, je le déteste. Je sais pas pourquoi. Le petit taquet, là. En tout cas, je vous regardais, vous devrez être content. Non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que évidemment, t'étais encore au lycée, j'imagine, quand tu as appris la mort de Steve Jobs. Tout à fait, j'étais encore très jeune, mais c'est vrai que Steve Jobs est celui qui m'a peut-être le plus fasciné, peut-être plus qu'Apple. C'est en lui-même, le personnage était intéressant. Ses présentations, on n'avait aucun équivalent dans la concurrence. C'était quelque chose d'assez génial avec cet homme. Donc j'ai été comme beaucoup assez attristé par son décès. Et oui, en 10 ans, il s'en est passé des choses. Anthony résume bien. En même temps, c'est assez paradoxal, c'est qu'Apple a complètement changé en termes d'intensité, en termes de puissance, puisque Apple est devenu un monstre et aujourd'hui, c'est l'entreprise la plus puissante du monde de très loin. Mais c'est aussi resté l'entreprise de Steve Jobs, c'est-à-dire que les produits qui font son succès, ce sont les mêmes qu'il y a 10 ans. Ouais. Ça, c'est à la fois le côté exceptionnel de tout ce qu'a pu faire Jobs à la tête d'Apple et à la fois le côté inquiétant. Parce que ça veut dire qu'en termes d'innovation, en termes de capacité à se renouveler, Apple, en fait, aujourd'hui, dépend de l'iPhone, dépend de l'iPad, dépend des Macs. Ils ont réussi peut-être sur les services à faire quelque chose de nouveau. Il faut reconnaître que ce n'était pas tellement le cas sous Steve Jobs. Mais on est tout de même resté sur son entreprise, sur cet ADN-là. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui, 10 ans après leur décès, ont toujours autant d'influence sur une marque. Donc ça prouve à quel point c'était quand même un patron assez exceptionnel. Juste un petit point. Mon collègue Pierre Fontaine a fait un article que je trouve génial sur 01net.com où il revient en 10 anecdotes plus ou moins connues sur des choses qu'a pu faire Steve Jobs chez Apple. J'ai beaucoup rigolé en lisant ce papier et je vous le recommande. Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. On a quand même un ADN commun qui est resté depuis l'époque de Steve Jobs, c'est-à-dire au-delà des produits eux-mêmes, c'est la simplicité d'utilisation, l'obsession pour le design qui est restée la même, le côté transformer un objet technologique en objet de désir, qui était vrai du temps de Steve Jobs, c'est vrai encore. Vous savez, il y a ces tests qui avaient été réalisés il y a des années maintenant par des neuropsychologues, je ne sais pas comment on dit, où on fait passer un IRM. C'est pas bon d'aller les voir en tout cas. Si vous allez voir un neuropsychologue. Voilà, c'était pour une expérience. Voilà, on a demandé à des fans d'Apple de faire un IRM. Ouais. Et donc, quand on leur montre des images d'iPhone, les zones du cerveau qui sont stimulées sont les mêmes que lorsqu'on montre des images de Dieu à un croyant. C'est dire. Je me rappelle de ces Il n'y a aucune autre marque. Avec l'amour aussi. Mais bien sûr, il n'y a aucune autre marque pour qui ça, ce serait possible. Donc ça, c'est incroyable. Et je pense que ça, c'est resté. Mais comme le disait Nicolas, là où on a un problème, c'est quand même en termes d'innovation. Alors, dire qu'Apple n'innove plus, ce serait très exagéré. Ce serait très exagéré. Mais dire qu'on a beaucoup moins de rupture technologique qu'à l'époque de Steve Jobs, ça, c'est quand même difficile de passer à côté de ce constat-là. C'est-à-dire, voilà, Steve Jobs, il faisait rêver, il montait sur scène pendant les keynotes, il sortait le MacBook Air de l'enveloppe pour montrer à quel point c'était l'ordinateur le plus fin du monde. Et voilà, et on avait des étoiles dans les yeux et c'était incroyable. Aujourd'hui,
on sait qu'ils bossent sur des produits de rupture. On a les lunettes avec de la réalité augmentée, on a l'Apple Car, mais l'Apple Car, on en parlait déjà du stand de Steve Jobs. Oui. On n'en a toujours pas vu Oui, une bien roue. Faut qu'ils avancent sur ces sujets, Il y avait faut qu'ils la nous télé montrent aussi. des trucs. La La télé, télé, exactement. Faut qu'ils nous fassent rêver de nouveau. Moi, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui à Apple, malheureusement. Après, je posais la question justement dans Tech & Co avec cette émission spéciale Steve Jobs à Pascal Cagny en lui disant finalement, on voit que Tim Cook assure parce que c'est un pro de la supply chain, c'est-à-dire que et c'est pour ça que Steve Jobs l'a embauché parce qu'il savait que le plus compliqué chez Apple, c'était de délivrer des smartphones par millions en appuyant sur un bouton le jour J. Et seul Tim Cook arrivait à faire ça. Donc, en fait, Steve Jobs a dû hésiter entre les dirigeants. Johnny Et donc, Ive. Johnny Ive, etc. Mais Johnny Ive allait peut-être faire tout exploser en vol. Finalement, la solution de raison, c'était de mettre Tim Cook à la tête d'Apple. Il a raison. Mais après, quand on revient en fait à ce manque d'innovation depuis la disparition de Steve Jobs, est-ce que c'est pas finalement aussi lié à notre société et au carrefour durant lequel en fait Steve Jobs a pu évoluer? C'était un carrefour technologique aussi. C'était le début de la téléphonie mobile, on va dire au sens propre du terme. C'était le début de la miniaturisation. C'était le début en fait de l'iPad parce qu'on arrivait grâce à des circuits imprimés à coller un écran et à créer un nouvel C'est vrai, appareil. bien sûr. Et il y a plein de gens qui se disent finalement, est-ce que Steve aurait, et notamment Pascal Cagny dit, est-ce que Steve aurait trouvé de nouveaux produits révolutionnaires? C'est pas sûr, parce qu'on était peut-être à un carrefour technologique qui permettait toutes ces idées-là, et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de rupture technologique comme l'iPhone, comme l'iPad, comme la miniaturisation du MacBook Air, etc., qu'on avait connu il y a 10 ans. Peut-être Non, pas. mais il y a forcément une part de vérité là-dedans. Et je pense que la question que beaucoup de fans d'Apple se posent souvent, à savoir qu'est-ce que Steve Jobs aurait fait à la place de Tim Cook, elle n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas de réponse possible. On ne peut pas savoir ce qu'il aurait fait. Et peut-être en effet que ça aurait été la même chose. Il y aurait forcément eu des divergences, mais c'est compliqué de dire que Tim Cook est le responsable de la fin de l'innovation. En soi, Apple continue d'innover sur plein de choses, mais c'est sûr que c'est moins spectaculaire. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, mais c'est sûr que si on compare forcément les 10 dernières années de Steve Jobs à la tête d'Apple et les 10 premières années de Tim Cook, sur les 10 dernières années, on a l'iPhone, on a l'iPad, on a le MacBook Air. Avant, on avait eu l'iPod, l'iMac, enfin tout ça. En 15 ans, il s'est passé énormément de choses et c'est pas vraiment. Il y a eu l'Apple Watch, mais l'Apple Watch n'est pas une rupture aussi. Les AirPods. Voilà. Les puces M1, même les puces M1. Mais c'est le moins visible, on va dire. Et c'est encore trop frais pour qu'on puisse mesurer l'impact. C'est vrai que c'est très intéressant ce qui s'est passé. Puis n'oublions pas qu'il y a une dose de fantasme, donc on perd un peu la raison dans ce type de discussion. On pourrait en parler. Là, vous voyez, typiquement, on va arrêter parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actu, mais on pourrait en parler pendant des heures. Des heures. C'est clair. Toujours pour rester dans un anniversaire, c'est toujours les 10 ans, mais cette fois-ci de Siri, puisque rappelons-le, octobre 2011, Steve nous quitte. L'iPhone 4S sort quelques heures avant ou après. Je crois que c'était la veille. C'était la veille. Et l'une des grosses nouveautés de l'iPhone 4S, c'était l'arrivée de Siri, l'assistant vocal d'Apple, qui avait été bien sûr initié par Steve, parce que Steve imaginait et savait que l'assistant vocal, qui n'était que dans les PC, qui n'était que dans des gros appareils, c'est ce que nous expliquait Luc Julia d'ailleurs dans ce Tech & Co spécial, c'est Steve qui a eu l'idée, mais attendez, il faut mettre ça dans un téléphone. Et puis un an après, c'était arrivé. Et d'ailleurs, Luc Julia était le papa qui a implémenté Siri dans l'iPhone. C'est vrai, il y croyait beaucoup, Steve Jobs. Il y a beaucoup de personnes au sein d'Apple qui pensaient que c'était une erreur, ce Siri. Mais Steve Jobs a vraiment été un des grands défenseurs de ce projet et il imaginait que dans 10 ans, tout le monde parle à son téléphone, tout le monde a des interactions vocales. Et c'est là où c'est assez intéressant. On pourrait dire que c'est anecdotique cet anniversaire, mais je trouve pas, parce que Siri, c'était le premier assistant vocal pour tout le monde. Il y a eu Google Assistant derrière, il y a eu Alexa, il y a aussi eu des produits qui ont un peu moins fonctionné, comme Cortana, comme Bixby. Il y a eu des échecs, évidemment. Mais Bixby, si vous aviez oublié Bixby, il existe. Il existe encore, d'ailleurs. Bon, il a un peu moins fonctionné. Mais je trouve que Siri est plutôt un échec. Et peut-être que pas tout le monde ne sera d'accord avec moi. Mais oui, ça s'est amélioré. Les Siri de shortcuts, par exemple, ça a permis d'améliorer, de permettre aux développeurs tiers d'utiliser l'application. Il y a du traitement hors ligne aujourd'hui, donc ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Mais finalement, est-ce que les usages ne sont pas les mêmes en 2021 qu'en 2011, à savoir demandez-leur, envoyer un message ou lancer un minuteur. Exactement. Et ça, je trouve que c'est la preuve que quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu dans ce produit. Il y a 10 ans, il était présenté comme spectaculaire, il était censé changer complètement l'industrie, il était censé changer notre manière d'interagir avec les appareils technologiques. Finalement, c'est resté un gadget.
Anthony? Je suis assez d'accord avec ça en fait. Je trouve. Alors il y avait un titre, je sais plus sur quel site spécialisé, qui disait que les assistants vocaux c'était l'intelligence superficielle, en opposition avec l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que, enfin moi je prends mon cas particulier, mais autour de moi, franchement. Au-delà de Siri, hein, mais Alexa, Google Home, etc., on s'en sert aujourd'hui. Moi, je m'en sers comme réveil, je m'en sers pour lancer la musique et je m'en sers pour lui poser une question, mais une fois tous les. Tu vois, voilà. Ouais, c'est une nouvelle télécommande pour toi. Exactement. Et c'est pas beaucoup plus. Et on attend des usages, on va dire, un petit peu plus sophistiqués. Ne serait-ce que lorsqu'on pose une question à la machine, on est obligé de lui poser des questions quand même relativement basiques. On doit penser qu'on est en train de parler à une machine. Exactement. Ou qu'on est en train de parler à un enfant en bas âge, à la limite, en se disant attends, est-ce qu'il va vraiment comprendre ce que je lui dis? Et on se dit que l'étape d'après, et ça fait des années, d'ailleurs Samsung travaillait sur le sujet avec Vive notamment, et il nous avait promis ça, en disant on pourra poser des suites de questions à la machine. Je vais demander je voudrais acheter une bouteille de vin pour aller chez François ce soir, on va manger des lasagnes. Et la machine, elle va faire les connexions elle-même. Elle va comprendre, elle va aller chercher François dans mon répertoire, elle va le géolocaliser. Ah oui, c'est son adresse. Alors elle va me trouver le supermarché à côté et elle va me trouver la bouteille de vin qui va bien avec les lasagnes. Et c'est tous ces liens-là qu'aujourd'hui, les assistants vocaux sont encore incapables de faire. Alors, je suis peut-être un petit peu exigeant. On va me dire, t'as qu'à mettre les mains dans le cambouis et puis bosser un peu. Moi, c'est pas mon métier, mais en tout cas, je suis assez d'accord sur le fait que ces dernières années, on a eu une augmentation des devices dans lesquels on intègre ces assistants vocaux. Alors ça, on en a partout. Quand on va au CES de Las Vegas, il y a des assistants vocaux dans les fours, dans les pommes de douche et dans les toilettes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, on aimerait bien avoir une amélioration qualitative de ces outils. Oui, et on sent pourtant que Alexa, enfin que ce soit Amazon et Google investissent des milliards là-dedans, parce que et parfois et à perte sans doute, parce que c'est vraiment un pari sur l'avenir. Hein. C'est le pari de se dire que la voix sera le nouveau prolongement de toutes ces machines qui nous entourent. Est-ce que c'est sûr? À mon avis, c'est pas certain. C'est pas certain. Après, et je pense que comme tu l'as dit justement, il faut que ces systèmes progressent pour qu'on se retrouve un petit peu comme dans les films, quoi. Exactement. Tu sais, je veux dire, moi je me souviens d'Alien quand il discutait avec le robot là, tu sais, qui pilotait le vaisseau spatial. Mais bien sûr. Ou Jarvis dans Iron Man. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, on en est tellement loin. Mais quoi. C'est ça, et moi, je ne me sers même pas de Siri. Moi, je me sers en fait de l'assistant vocal pour dicter mes SMS. Et la plupart du temps, je rigole parce qu'il y a telles erreurs. C'est ça. Le premier problème, c'est que déjà, pour que Siri fonctionne, pour que Google Assistant, Alexa fonctionne, il faut qu'ils comprennent ce que vous disiez, et qu'en plus, ils arrivent à interpréter tout ça. Mais déjà, on a encore aujourd'hui, 10 ans après, des problèmes de compréhension. Quand on dicte un message, il y a des mots qui ne sont pas les bons. Et ça, c'est... Perso, j'utilise, peut-être que vous aussi, une enceinte pour contrôler mes ampoules, pour contrôler mes volets. J'aime bien, ça m'amuse, j'adore les aspects maison connectée. Mais le nombre de fois où j'ai un truc et qu'au final, il n'a pas compris, ou alors il se trompe d'ampoule, ou... Ça paraît impossible, 10 ans après, d'imaginer qu'on soit encore à ce niveau-là de manque de compréhension, où parfois il faut attendre 5 secondes pour qu'une action se produise. Ne serait-ce que pour envoyer un SMS à ton patron, en général, tu vas plutôt le taper. Tu vas pas le dicter. C'est plus rapide. Parce que alors tu vas le redire 18 fois. Oui, c'est ça, parce que franchement, moi, je fais pas totalement confiance encore, et ça peut quand même créer quelques problèmes. Là où on peut avoir des améliorations, ça va être sur des applications aussi ultra spécialisées. On sait que Amazon, notamment, a déposé des brevets, et c'est pas les seuls, sur des applications dans le domaine médical, avec l'enceinte qui pourrait, par exemple, détecter que tu as une voix enrouée, ou que tu as même des signes de dépression dans la voix. Enfin, il y a vraiment des indicateurs comme ça, très très fins, qu'on va pouvoir détecter, et avec la possibilité, derrière, l'enceinte va te conseiller d'appeler le médecin ou de commander des médicaments sur Amazon, pourquoi pas. Enfin, après, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais en tout cas, c'est peut-être sur ces applications ultra spécialisées que ces enceintes vont vraiment décoller. Autre actu de cette semaine, et non des moindres, c'est Facebook qui a été en plein blackout, mais sorti des radars. C'est-à-dire que pendant 6 heures, plus de Facebook, plus d'Instagram, plus de WhatsApp, une panne qu'on n'avait jamais vue. Qui a impacté bien évidemment des milliards de gens, hein, parce que je crois que Facebook, Insta et WhatsApp réunis, c'est 3 milliards de personnes. 3 milliards et demi, je crois. C'est un être humain sur deux. Un être humain sur deux qui utilise des services de... Voilà, on n'avait jamais vu ça, on est d'accord, avant de commenter ce truc-là. Pas aussi longtemps, en tout cas. 6 heures sur des services aussi important, c'est du jamais vu. C'est clair. C'est complètement historique. Je commençais Vas-y. Je me permets de commencer. D'autant plus que habituellement on a des pannes. Hein, on voit Facebook est en panne, on fait ok. 10 minutes après, ça revient à la normale et fin de l'histoire. Là, ça s'est quand même éternisé. Tous les services Facebook sont morts en même temps.
ce qui est quand même délirant. On peut imaginer que Facebook tombe en panne, mais que WhatsApp continue de fonctionner. Donc, pour beaucoup de personnes, moi, je me suis rendu compte, ça m'a amusé, je ne sais pas si vous aussi, j'ai certaines personnes de mon entourage que je n'ai que sur Instagram, Facebook et WhatsApp, et avec qui je n'ai aucune autre manière de communiquer. J'ai pas de numéro de téléphone, par exemple. Donc, là, c'est là qu'on se rend compte le gouffre. Si vous aviez, le gouffre de l'âge. C'est ça. Moi, j'utilise encore mon téléphone. Mais j'envoie des SMS. Et je suis vieux, d'accord. Je vais prendre les numéros de téléphone de mes contacts. Moi, j'étais neuf sur mon iPhone. Les plus vieux comprendront. Donc, cette panne, elle est inédite, à bien des ampleurs. Elle a été longue, elle a amusé aussi sur Twitter, sur les réseaux sociaux qui fonctionnaient encore, les quelques réseaux sociaux qui fonctionnaient encore. C'est devenu le sujet de préoccupation de tout le monde, que ce soit les plus riches, les célébrités. Tout le monde ne parlait que de ça. Et encore plus étonnant, même les badges qui permettaient aux employés de Facebook de se rendre dans leur bureau ne fonctionnaient plus. Pour vous dire à quel point la panne était immense, à quel point Facebook a disparu d'Internet. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les DNS... Et Mark Zuckerberg a disparu aussi de la planète. Alors lui aussi, on ne sait pas où il était à ce moment-là, mais il paraît qu'il était sur un bateau. Il faisait de la voile. Il avait piscine, littéralement. Franchement, c'est improbable. Ça n'a aucun sens. On en reparlera, je pense, dans 15 secondes. Mais bon, tout ça pour dire mais quand t'es milliardaire, t'as d'autres visions, tu vois. Voilà, c'était quand même une crise un peu grave, ça a touché beaucoup de monde. Il n'a pas de réseau, peut-être. Il n'a pas pu Instagrammer sa séance de planche à voile, en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça marchait un peu dur. Bon, toujours est-il que c'est une crise vraiment inédite, que forcément ça leur a fait du mal, et ils se sont évidemment excusés, ils ont dit que c'était un problème interne, c'est pas un piratage, c'est un bug sur leur serveur. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ? Alors ils ont donné quelques explications. Alors je serais incapable de rentrer précisément dans les détails techniques. Je crois que c'était un problème de DNS. Mise à jour, non, il y a eu une mise à jour, je crois, sur les routeurs, une reconfiguration des routeurs. Et apparemment, il y a eu un énorme problème à ce moment-là avec les DNS. Les DNS, c'est en gros l'outil qui, lorsqu'on tape Facebook dans sa barre d'URL ou qu'on essaie de se connecter à Facebook, transforme ces lettres en un langage qui est compréhensible par la machine, donc en des chiffres en gros, donc 128.28.1. Et ça ne fonctionnait plus. Et le résultat, la route était coupée, tout simplement. Facebook était coupé d'Internet. Facebook était coupé, un peu comme si tu tapes une adresse dans ton GPS et l'adresse est introuvable. Tu ne sais pas pourquoi, tu sais qu'elle existe, cette adresse, sauf que là, le GPS ne la trouve pas. C'est vraiment bizarre. Et donc là, Facebook, on ne trouvait plus Facebook, tout simplement. Et Facebook a disparu de la circulation. Et effectivement, ça donne aussi du grain à moudre, d'une certaine manière, à ceux qui demandent le démantèlement de Facebook. C'est-à-dire que ça montre aussi le problème, en tout cas ce que certains peuvent considéré comme un problème de concentration de tous ces services sous la même ombrelle. C'est-à-dire que quand tu as Facebook qui tombe en panne, mais effectivement, tu as WhatsApp, tu as Messenger et tu as Instagram. Tout ça a sauté en même temps et tous les réfugiés du radeau de la Méduse se sont retrouvés sur Twitter pour se plaindre. ou ont téléchargé Telegram ou Signal, qui ont vu des booms à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on en rigole, mais il y a deux choses. Alors ça nous dit quelque chose sur notre niveau de dépendance, évidemment, aux réseaux sociaux. Tout le monde peut survivre 6 heures sans liker des chatons sur Instagram. Faut pas exagérer non plus, même si on sait que ces réseaux sont conçus pour nous rendre dépendants. On sait qu'à chaque fois qu'on a des notifications, on reçoit des petits shots de dopamine, l'hormone du bonheur, et que c'est fait pour ça. Qui m'a envoyé un message, qui a liké mon message, etc. Voilà, bon, c'était pas dramatique de ne pas avoir Facebook pendant 6 heures. En revanche, ça a un impact réel sur plein d'entreprises. C'est aussi de ça dont on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont dépendantes de Facebook dans leur quotidien. Il y a plein de restaurants, par exemple, qui utilisent la plateforme Facebook. Ils n'ont pas de site internet, mais ils s'en servent pour prendre leurs réservations. Il y a des entreprises qui se servent de Messenger pour toute la relation client, pour discuter avec leurs clients. Là, ça ne fonctionnait plus. Alors tu me diras, oui, ils peuvent effectivement revenir au bon vieux téléphone, mais disons que c'est des processus qui sont intégrés dans la journée, dans le quotidien des entreprises, et que quand il y a un bug comme ça qui dure plusieurs heures, on ne peut pas transformer ça instantanément. Juste une petite anecdote, il y a Etam, vous savez, la marque de lingerie, et d'habits pour femmes, qui, ce soir-là, justement, avait prévu un gros événement, un défilé sur Instagram. Enfin, ils avaient investi des millions. Et évidemment, ça n'a pas marché. Ah bah oui. Et vous vous rendez compte, enfin, c'est terrible. C'est catastrophique. Bien parce sûr. que aujourd'hui, ces marques-là n'investissent plus de la pub à la télé ou peu, quoi. Et là, on se rend compte quand même de la fragilité du truc. Ouais. Alors, j'imagine qu'elle va être remboursée, etc. Mais tout leur événement est foutu, en fait, là. Parce que vous n'allez pas le refaire. Enfin, il y avait des invités qui venaient du monde entier. Enfin, c'est toute une pagaille. Et c'est dingue. Et moi, ce que je me dis aussi, je me pose la question, comment est-ce possible qu'une boîte comme Facebook n'ait pas de redondance ou de système de sécurité qui permettent en fait de basculer très très rapidement dans un truc de secours, et puis surtout
À partir du moment où il y a un problème, les 3 services tombent en panne. Ouais. On se dit, mais C'est ça qui est C'est l'interconnexion C'est ça, le vrai qui est problème. problématique. Alors c'est facile de dire ça, nous on est dans notre siège, etc. Ouais. Il y a peut-être des raisons, mais quand même, Ouais. quand même. Après, je pense, alors, faudrait entrer vraiment dans les détails techniques et ils n'ont pas donné toutes les informations de toute façon pour l'instant. Mais après, le risque zéro n'existe pas. À partir du moment où on est dans un monde ultra connecté, on a forcément un risque que ça se produise à un moment. Là, c'était Facebook. Après, ces pannes, en général, on les oublie d'une semaine sur l'autre. Mais il y en a quand même assez régulièrement. Des pannes sur Amazon Web Services, par exemple, ou OVH. Enfin, quand des hébergeurs, par exemple, tombent en panne, ça arrive assez régulièrement et ça met quand même une partie d'Internet par terre assez régulièrement. Alors qu'ils ont des systèmes de redondance aussi également. Je pense que ça fait partie. Enfin, ça fait partie de notre vie d'aujourd'hui. Il faut accepter que à certains moments, bah oui, il y aura. Ça marche plus. Ça marche plus. Voilà. Mais en tout cas, espérons que Facebook imagine quand même un scénario de secours qui puisse On peut éviter espérer que ce soit la conséquence ce type de solution. qui sépare Instagram, qui sépare WhatsApp et qui trouve une Je solution. pense que le responsable des mises à jour chez Facebook, là... Il y a 2-3 personnes qui ont dû se faire taper sur les doigts, probablement. Ouais. Il va aller faire un stage de bateau. Je pense qu'il va aller sur un bateau. Il va peut-être pas revenir. Celui de... Il n'est pas sûr de rentrer. Non, c'est ça. Eh bien, monte sur le bateau, là, on va discuter. Ouais, tu vas voir. Toujours dans cette histoire et ce marasme Facebook, c'est évidemment Mark Zuckerberg qui, vous le savez, est pointé du doigt aussi avec toute cette histoire de rapports confidentiels concernant les utilisateurs de tous ces services, notamment Instagram, avec cette lanceuse d'alerte qui, une ancienne employée de Facebook, a décidé de partir en mai et qui balance tout. Ouais. Voilà. Qui a récupéré une énorme clé USB avant de se barrer. Et Sur l'intranet de Facebook, apparemment, c'était même pas des documents. Elle y a eu accès assez facilement. C'était pas très compliqué. Alors, elle faisait partie des cadres dirigeants. Oui, donc bien je sûr. pense que, elle était dans la confidence. Elle a tout balancé. Elle a tout balancé au Wall Street Journal. Et enfin, alors évidemment, il y a eu des conséquences qui étaient quand même assez graves, puisque rappelons-le, on a mis en avant des études mettaient en avant le mal-être des adolescentes qui étaient sur Instagram parce que justement, elles ne ressemblaient pas au canon de beauté qu'on pouvait retrouver sur la plupart des profils. Enfin, ça crée, c'est plutôt gênant, tous ces services-là. Et enfin, Mark Zuckerberg, en sortant de son bateau, a décidé à la fois de réagir sur cette panne, mais aussi de réagir sur toutes ces accusations. Oui, il a publié un long message sur Facebook, bien entendu, qui à la base se destinait aux employés du groupe, mais qu'il disait suffisamment intéressant selon lui pour être partagé au monde entier. Il revient sur la panne, il s'excuse, bien entendu, et après il revient sur toutes ces accusations selon lesquelles Facebook privilégierait, c'est pas facile à dire, les contenus viraux à la vérité, parce que pour eux ça rapporte plus d'argent, donc il vaut mieux laisser les anti-vax parler plutôt que leur dire de ne pas propager leurs informations, parce que sinon Facebook ne gagne pas d'argent. Ce qui est étonnant, moi, c'est ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que cette longue lettre de Mark Zuckerberg, elle ne dit pas « on peut mieux faire, on va s'améliorer, on est désolé si on a fait du mal ». Elle dit « on ne reconnaît pas du tout le Facebook qu'on a créé dans ces déclarations. Tout ça, c'est faux. Nous, on a fait l'inverse. Nous, on a recruté de la modération. Nous, on a fait attention à empêcher les fake news. Donc, tout ça, c'est faux. C'est pas vrai. Et vous pouvez être fiers de votre travail. Continuez. » Et bon, évidemment, j'ai caricaturé, c'est un petit peu plus long que ça, c'est forcément un peu plus contrasté, mais c'est quand même assez, je pense, représentatif de l'état d'esprit de Mark Zuckerberg actuellement, de l'état d'esprit, de l'état dans lequel est Facebook. C'est pas une entreprise qui écoute les critiques pour changer, c'est une entreprise qui pense que tout le monde est contre elle. Forcément, ça veut dire qu'on ne va pas aller vers... peu importe que ce soit vrai ou pas, on ne va pas aller sur un changement majeur avec Facebook dans les prochains mois. On sent que dans le message, chaque mot est pesé au gramme près. Je pense que tout a dû être vérifié avec les services juridiques, etc. Il cite jamais directement la lanceuse d'alerte. On sent qu'il en a gros sur la patate et que la lanceuse d'alerte, il l'emmènerait bien aussi sur son bateau. On ne sait pas si elle reviendrait non plus, très clairement. Approche-toi du bord. Ouais. C'est ça. Attention, ça glisse. Attention. Il y en a déjà un qui est glissé tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il il contre-attaque sur le terrain de la logique. C'est-à-dire, il dit attendez, ce qu'elle raconte, ce qu'on raconte sur nous, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, parce qu'on dit vous gagnez de l'argent, vous privilégiez le profit sur le bien-être des utilisateurs, vous gagnez de l'argent en diffusant des contenus haineux, viraux, anxiogènes, etc. Or, ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce que notre modèle économique est basé sur la publicité. On travaille avec des annonceurs. Les annonceurs, c'est prouvé, ils ne veulent pas que leur pub soit adossée à des
contenus comme ceux que vous décrivez. Donc on se tirerait une balle dans le pied si on le faisait, donc ça n'existe pas. Donc il fait une sorte de démonstration comme ça du point de vue modèle économique qui n'est pas inintéressante, je trouve. Après, c'est vrai qu'il ne répond pas au point d'accusation majeur. Par exemple, la lanceuse d'alerte dit Facebook, au moment des élections présidentielles américaines, a modifié son algorithme pour lutter contre la diffusion de fake news. Très bien. Mais juste après l'élection américaine, ils sont revenus en arrière parce que effectivement, ça faisait gagner plus d'argent de mettre des fake news et de laisser se diffuser des informations virales. Là-dessus, il dit pas un mot, par exemple. Et même sur la partie Instagram, qui est probablement l'accusation la plus grave, sa réponse est finalement assez molle et assez faible. Il répond en gros en appelant à l'aide les autorités américaines, ce qui est assez étonnant, en disant on a besoin de plus de régulation, on a besoin que vous nous aidiez à mieux réguler pour éviter justement que les adolescents ne dépriment ou soient complexés quand ils vivent. Il renvoie un peu la patate chaude. Quoi. Voilà, c'est ça, il répond pas. C'est pas à lui de prendre la responsabilité, c'est au gouvernement, donc lui il appliquera ce qu'on lui dit de faire, mais il veut pas le faire. Non. Une dure semaine quand même pour Mark Zuckerberg. Compliqué. Semaine compliquée aussi pour Twitch, vous le savez. Décidément, c'est pas la meilleure semaine pour Facebook et Twitch. Voilà. Alors là, c'est Amazon qui se prend un peu la patate chaude là cette fois-ci avec ce leak incroyable. Plus de 130 gigas de données comme ça qui sont parties dans la nature. Tout le code source de Twitch qui commence là-dessus. Vas-y, Nico. Allons-y. Oui, c'est assez c'est rare des fuites de cette envergure. Il y a un fichier géant qui circule sur tous les sites de torrents qui permet de récupérer l'intégralité du code source de Twitch, le site, l'application, la version console, tout ça, on peut tout récupérer. Ça va faire le bonheur des concurrents qui vont pouvoir répliquer les systèmes de sub, de streaming de Twitch. Ils peuvent maintenant tout faire gratuitement. C'est même leur stratégie, il y a des points de stratégie sur le long terme. Exactement. De nouveaux services qu'ils allaient lancer. Il y a un service qui s'appelle Vapor, qui va être développé par Amazon Game Studios, qui est un concurrent de Steam, qui est un concurrent de l'Epic Game Store. Donc Amazon se prépare à commercialiser des jeux, à lancer justement une application comme ça. Ça va forcément faire mal. Ça aurait été certainement mieux s'ils l'avaient annoncé eux-mêmes et si on l'avait pas su avant. Malheureusement pour eux, c'est pas cool. Et autre truc qui est absolument délirant, je sais même pas comment c'est possible qu'un fichier comme ça existe, c'est le classement des streamers qui gagnent le plus d'argent. Et on a le chiffre d'affaires de 10 000 plus gros streamers triés sur les 2 dernières années, ce qui permet donc de savoir, vous tapez le nom de quelqu'un que vous suivez, vous savez combien il a gagné en 2 ans. Les chiffres sont authentiques, Twitch l'a confirmé, ce n'est pas des les streamers eux-mêmes d'ailleurs. Certains streamers eux-mêmes l'ont confirmé, d'ailleurs certains même s'amusent en disant oui, si vous êtes choqués par ce qu'on a gagné, sachez que c'est encore plus parce que là il n'y a pas tous les placements de produits, tous les partenariats. Donc, oui, là, c'est que la publicité qui est générée en fait par les streams. Et les dons des abonnés. Ça, mais c'est du chiffre d'affaires. C'est pas du chiffre d'affaires. C'est pas le profit qui le profit. Exactement, c'est important de le dire. Ce qui est amusant, je sais pas, mais c'est quand même, je trouve, assez rare, c'est que le hacker dit faire ça pour des bonnes intentions parce qu'il n'aime pas Twitch et qu'il trouve que c'est une communauté toxique. Donc il s'est volontairement attaqué à l'entreprise, mais pas aux utilisateurs. Il n'y a pas de fuite pour l'instant, en tout cas au moment où on enregistre l'émission. Il n'y a pas eu de fuite sur les données des gens, les mails, les mots de passe. Cela dit, il a dit que c'était pas terminé, qu'il y aurait encore d'autres fuites qui pourraient être divulguées dans les jours qui viennent. Il faut faire attention, c'est pas impossible que d'autres choses sortent. Et il y a quelques heures, c'est encore assez frais, Amazon a communiqué là-dessus pour dire que ce n'était pas un piratage, que ce n'était pas une opération faite en interne. C'est plus ça que je voulais dire. C'est que c'est pas quelqu'un ou un employé qui a fourni tous ces documents, mais c'est dû à une erreur de configuration sur leur serveur, ce qui a permis... Comme chez Facebook, qui a permis, décidément. Comme chez Facebook, sauf qu'ils auraient peut-être préféré le blackout Amazon. Là, clair. Malheureusement, quelqu'un a pu rentrer à l'intérieur de Twitch et pomper toutes les données. Anthony ? Oui, non, mais Nico a tout bien résumé. Moi, ce qui m'a amusé d'une certaine manière, c'était les réactions sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait quand même effectivement cette crainte pour les données des utilisateurs. Enfin, moi-même, en tant qu'utilisateur de Twitch, je me disais faut que je change mon mot de passe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Mais en fait, on a l'impression que la grande majorité des gens, ce qui les intéressait plus, c'était l'argent de gagner les streamers. C'était vraiment ça. Alors ça fascine absolument tout le monde, avec tous les messages d'indignation et tout. Ce qui me rend, je trouve ça complètement fou. Les gars, tant mieux s'ils arrivent à monétiser leur contenu, à gagner beaucoup d'argent avec. Vraiment. Est-ce que tu es dans la liste des plus riches de Twitch ? Évidemment. On n'a pas regardé. Ah oui, c'est clair. Avec mes 3 viewers en moyenne, écoute, j'ai un bon petit
pécule que j'ai accumulé. Bon, dans l'actu aussi, c'est le lancement de Windows 11 cette semaine. Et oui, si vous avez un PC. Et d'ailleurs, moi, ça a été le cas. On me propose alors non pas de passer à Windows 11, mais on nous dit Windows 11 est arrivé quand vous êtes dans l'interface de mise à jour de Microsoft. D'ailleurs, intéressant parce qu'il n'y a pas de bouton pour mettre à jour sur Windows 11. Il faut sortir et aller chercher un utilitaire pour aller télécharger Windows 11. Alors, soit j'ai fait une bêtise, mais je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Bref, Windows 11 arrive, mais c'est un lancement plutôt timide, hein, on est d'accord ? Ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a une question de timing aussi, pas forcément très heureux. On avait eu l'occasion d'en parler dans un De quoi je me mets le précédent, mais la date du 5 octobre, bon, ça tombait sur les 10 ans de la mort de Steve Jobs, ce qui fait qu'en termes d'actualité technologique, c'était pas forcément l'idéal. Et puis en plus, il y a eu la méga panne de Facebook, alors là, ils pouvaient pas le prévoir. Mais disons que pour la presse non spécialisée qui traite que ces sujets-là, etc., le slot technologie ce jour-là, il était déjà très 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 encombré. Donc clairement, ça les aidait pas. Après, c'est vrai qu'on avait déjà tout dit, quoi, d'une certaine manière. Donc on savait. Là, c'était juste, ils ont appuyé sur le bouton et puis c'était disponible pour tout le monde. Je trouve que c'est plutôt une réussite, moi, après, en termes d'expérience utilisateur. Moi, ils ont réussi leur coup. Il faut rappeler, c'est la plus grosse mise à jour de Windows depuis 2015. Enfin, c'est pas rien quand même. Ils l'ont rendu plus accessible, plus lisible. L'ergonomie est vraiment réussie. Le pari c'est le truc qui saute comme le nez au milieu de la figure, mais de bouger le menu démarrer, de le mettre au milieu, etc., qui était la grande nouveauté. Bon, ça fonctionne plutôt pas mal et c'est vrai que ça améliore un peu l'ergonomie. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé par rapport à l'importance que ça a dans la vie quotidienne des gens. Enfin, je veux dire, Windows, il y a 1,5 milliard de licences dans le monde, 7 ordinateurs de bureau sur 10 sont équipés de Windows. Ça a plus d'importance quand on fait un petit changement sur Windows que quand on change de marque de dentifrice, à la limite, sur votre vie quotidienne. Mais bon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, avec le gros changement aussi, c'est l'ouverture de la boutique d'applications à des développeurs tiers, et notamment le fait que les développeurs, il n'y ait plus de partage de revenus, c'est-à-dire que c'est gratuit pour les développeurs. Et puis l'ouverture à terme avec Android. Oui. Exactement, avec Android aussi. Ça va arriver en fin d'année normalement. Mais ça c'est du lourd, hein. Et ça prouve aussi la volonté d'ouverture de Microsoft. Et puis, alors, volonté d'ouverture, et puis le côté modèle économique gratuit, entre guillemets, pour les développeurs, c'est aussi une sorte de pied de nez, je pense, à Apple. On a vu que c'était le nerf de la guerre au moment du procès Epic Games, hein. Et c'est un peu le message, bon les gars, Apple veut pas de vous, ils veulent vous faire payer, venez chez nous, vous inquiétez pas, nous c'est gratuit. Nous c'est gratuit. Oui, je pense que Microsoft a appris quelque chose avec les années et avec les lancements ratés, Windows Vista, Windows 8, c'est que quand il y a une nouvelle mise à jour de Windows, il vaut mieux pas faire trop parler de soi, pas forcer tout le monde. S'ils avaient eu 100 millions de personnes qui l'ont installé en Day One, dont 20 millions qui se plaignent du menu démarrer au milieu, ça aurait été un bad buzz phénoménal. Donc c'est dans leur on y va intérêt. mollo, et de temps en temps on demande aux gens, ça vous plaît Windows 11 ? Je crois qu'ils parlent d'un déploiement sur 2 ans, ce qui est assez long, c'est-à-dire que ça va être petit à petit. C'est dans leur intérêt de prendre leur temps, de dire aux gens que Windows 10 est encore très bien. Moi, j'ai interviewé un responsable de Windows cette semaine qui me disait que non, mais Windows 10, nous on adore, on continue de dire aux gens que c'est très bien. On va continuer à vendre des machines sous Windows 10 en laissant aux gens la possibilité de passer sur Windows 11. Donc il y a une volonté pour eux de ne pas se précipiter, d'y aller vraiment très lentement, et c'est très intelligent. La preuve, c'est peut-être la première fois depuis très longtemps que le Windows qui succède à un Windows qui avait plu aux gens, eh bien il est aussi apprécié. Ouais. Dernière petite info, je regardais un petit peu les modalités de mise à jour de mon PC, et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez passer à Windows 11, et si ça vous plaît pas, vous appuyez sur un bouton et votre PC revient sous Windows 10. Malin. Et vous avez 15 jours pour faire ça, parce que je pense qu'il doit garder pendant 15 jours en fait une espèce d'image un peu costaud de votre Windows 10 pour justement revenir en arrière, et je trouve que c'est plutôt bien. C'est malin, alors que je vous rappelle que la plupart du temps, quand vous faites une mise à jour sous Android ou sous iOS, vous ne pouvez pas revenir en arrière. On a 2 semaines à peu près pour revenir en arrière au cas où il y a un bug, et après ils arrêtent de signer les mises à jour. Après, donc c'est plutôt intéressant. Bon, écoutez, passionnant, hein, toute cette actu qui, encore une fois, était très très riche cette semaine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Nicolas. Merci François, merci Anthony, et à la prochaine. Voilà, toujours des échanges très enrichissants. Nicolas Lelouch de 01net.com, et puis Anthony Morel. Merci à tous les deux, merci à tous. Merci Anthony. Et puis on va te suivre sur Twitch. Voilà. Allez, on y va. Venez nombreux. Objectif pour faire le top 1000. Pour augmenter ma fortune. Et dans un instant, mon invité dans De quoi je m'appelle, ce sera Frédéric Guichard. C'est le patron d'une boîte qui s'appelle DxOMark. On vous explique tout dans un instant. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.